Bonsoir à tous et bienvenue dans ces lundis de Wiesel, formule adaptée, contexte oblige, la formule adaptée que nous avons pu éprouver et tester pendant ces dernières semaines de confinement. Donc il s'agit d'un webinaire, il s'agit d'une conférence en ligne au cours de laquelle nous avons le plaisir de recevoir Dominique Bourrel. Franklin Roski fera une petite introduction tout à l'heure, mais je me permettrai, puisque je vais vous accompagner ce soir, de vous rappeler que vous avez la possibilité euh, de, euh, de poser vos questions en utilisant l'option Q et R de votre écran. Pour ceux qui ont un ordinateur, eh bien, vous le voyez plutôt en bas, hein, ce bouton Q et R. Pour ceux qui ont un iPhone ou une tablette, ce bouton se trouve vers le haut, je pense. Donc vous aurez la possibilité d'échanger avec le professeur Bourrel qui répondra à vos questions en fin de conférence. Il fera son intervention et puis ensuite je lui poserai des questions. Je me ferai le relais de vos questions. Pour ceux qui s'en étonnent, nous sommes en format webinaire, hein, c'est-à-dire que nous ne nous voyons pas tous, nous ne voyons que les intervenants. Et vous êtes tous là, vous avez la possibilité de lever la main si vous le souhaitez poser des questions, hein, lever la main avec le petit outil de Zoom et de poser vos questions par QR. Mais vous ne serez pas visible à l'écran. C'est un format qui nous permet de porter l'attention sur l'intervenant principal. Puis on organise d'autres événements en format réunion où nous pouvons nous retrouver les uns les autres. Alors, nous allons démarrer ce lundi de Wiesel, peut-être en vous rappelant également que désormais, ces lundis de Wiesel auront lieu en ligne sur Zoom toutes les semaines et que la semaine prochaine, nous accueillerons Jérôme Segal pour parler de véganisme, d'antispécisme et de cause animale dans la société et dans le judaïsme. Euh, pour le moment, je vais passer la parole au professeur Franklin Roski, doyen de l'Institut Wiesel, pour présenter cette soirée. Franklin. Oui, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices des lundis des Wiesel. Et je suis très heureux de présenter ce soir un vieil ami, une personnalité remarquée et remarquable dans les études du judaïsme, Dominique Bourrel, directeur des recherches au CNRS, et également au Centre français des recherches de Jérusalem. Dominique Bourrel, je l'ai connu il y a très longtemps au cours d'un colloque sur Mendelssohn. Il est en effet un des très grands spécialistes contemporains de l'œuvre de Moïse Mendelssohn, le philosophe juif de la fin du XVIIIe siècle. J'ai suivi aussi tout ce qu'il a écrit sur Max Nordau, l'ami et collaborateur d'Herzl, qui était un brillant intellectuel et un polémiste redoutable. L'œuvre de Dominique Bourrel nous permet de comprendre ce qui fut donc ce chapitre incontournable de l'histoire de la culture juive, le judaïsme de langue allemande, le judaïsme germanique, qui comprend non seulement l'Allemagne, mais aussi l'Autriche et l'Empire austro-hongrois. Un judaïsme qui a produit aussi des personnages remarquables dans tous les domaines de la culture contemporaine, depuis la psychanalyse avec Sigmund Freud, la littérature avec Franz Kafka ou Stefan Zweig, la philosophie avec Walter Benjamin, l'histoire de la pensée juive et de la mystique juive avec Gershon Scholem et avec Martin Buber. Bref,
un judaïsme profondément créateur et profondément bigarré, car il représentait donc un monde de nombreuses tendances dont Dominique Bourrel pourra vous en parler beaucoup mieux que moi, bien évidemment. Et il n'y a pas seulement dans les sciences du judaïsme ou dans les sciences humaines que s'exprime aussi la créativité des juifs de langue allemande du XXe siècle particulièrement, mais aussi dans les sciences pures. Et l'exemple même de cette créativité est Albert Einstein, dont les travaux sont évidemment connus dans le monde entier comme auteur de la théorie de la relativité, mais aussi, il faut bien le dire, c'est un homme des sciences qui était aussi un remarquable militant des grandes causes humanitaires. Et dans le monde juif, Albert Einstein est celui qui a considéré très tôt qu'il avait un rôle et une responsabilité des savants à jouer en faveur de son peuple persécuté. Son adhésion à la cause sioniste, à travers la longue amitié qu'il unissait à Chaim Weizmann, le futur président de l'État d'Israël, est bien connu. Ce qu'on connaît moins bien, c'est qu'au moment où il est entré à l'hôpital, pour ce qui allait être précisément son dernier séjour à l'hôpital, car il est mort quelques jours plus tard, il portait avec lui les manuscrits d'un discours qu'il devait faire à la télévision à l'occasion du 7e anniversaire de la création de l'État d'Israël. C'est important de parler de tous ces aspects de la personnalité, mais bien évidemment, pour cela, Dominique Bourrel nous donnera la possibilité de nous enrichir avec la connaissance de cette figure énigmatique, fascinante, à la fois célèbre et aussi, il faut bien le dire, méconnue dans de nombreux aspects. Et sans plus tarder, je donne la parole à Dominique Bourrel en disant à Dominique tout le plaisir que j'ai à écouter ce qu'il va nous dire cette fois-ci, non pas sur Mendelssohn Honordo, ce que j'ai eu le plaisir d'entendre à quelques reprises, mais aussi sur Albert Einstein, ce qui est pour moi aussi et pour beaucoup d'entre nous, donc une contribution inédite. Dominique. Merci beaucoup, merci Gad, merci Franklin pour cette introduction et cette possibilité de parler d'un travail que je suis en train de mener depuis déjà plusieurs années, puisque, comme certains d'entre vous doivent le savoir, les papiers de Albert Einstein sont à l'université hébraïque de Jérusalem, puisqu'il a tenu à les léguer. On a aussi sa bibliothèque et donc j'ai eu le plaisir et j'ai toujours le plaisir, un peu comme dans le cas d'ailleurs de mon cher Martin Boubert, de pouvoir aller quasiment tous les jours dans ces archives et de me retrouver, comme vous pouvez vous imaginer, sur le toit du monde, au sommet du monde, avec effectivement un auteur tout à fait extraordinaire, mais une galaxie absolument incroyable et qui touche de très près, bien sûr, cette passion judéo-allemande, cette passion des Juifs en Allemagne, sur laquelle je travaille depuis tant d'années. Albert Einstein arrive à Berlin le 29 mars 1914 et tenez-vous bien, Franz Kafka le 12 avril de la même année 1914 pour se fiancer avec Felicia Bauer. Donc on a déjà en une phrase l'extraordinaire sentiment de Berlin comme épicentre de la vie des Juifs en Allemagne. Comme vous le savez, Scholem restera jusqu'en 1932, alors que Kafka, rassurez-vous, 1 ou 2 mois plus tard, va annuler déjà ses fiançailles et va continuer sa quête de lui-même, couplée d'ailleurs sur une quête du judaïsme, plusieurs fois de nouveau à Berlin, mais
pas avec cette Félicie Bauer qui l'avait amené à Berlin et qui avait bien pendant un moment, je crois, cru qu'ils allaient pouvoir tout ensemble faire une partie de leur vie. J'ai été très frappé parce que par cette coïncidence ou presque coïncidence, et je me dis toujours que quelqu'un qui aurait une belle plume et qui aurait envie de se faire plaisir pourrait en peu de temps probablement faire un beau livre sur Einstein et Kafka à Berlin dans les années juste avant la guerre. Alors, pour travailler sur Einstein, en France, on est très très bien nantis, puisque grâce à Madame Françoise Balibar, nous avons une édition en plusieurs volumes traduits par son groupe des œuvres d'Einstein, et pas seulement des œuvres mathématiques, mais aussi certains collègues depuis longtemps s'occupent à essayer d'interpréter et de travailler sur ces textes. Je pense par exemple à Simon Weil et puis à Jean-Marc Ginoux de manière encore récente. Et puis nos physiciens à nous, si je puis dire, dont je n'ai pas besoin de rappeler les noms, sauf quand c'est des jolis noms comme Thibaut d'Amour, mais bien sûr Jean-Marc Lévy-Leblond et tant d'auteurs. En plus, Einstein se lit très bien, Einstein est très bien traduit, il se lit en livre de poche, donc vous pouvez sans difficulté vous faire plaisir. Sur Einstein à Berlin, on a d'ailleurs déjà beaucoup de littérature, un peu dans toutes les langues, et ces formidables volumes de l'édition critique d'Einstein, Collected Papers of Albert Einstein, rassurez-vous, ils sont quand même en allemand, mais bien sûr avec des annotations en anglais et une traduction aussi anglaise pour ceux qui ne savent pas l'allemand. Et comme vous le savez, il a passé après certaines parties de sa vie à Princeton, et donc beaucoup de textes sont en allemand. On possède aussi, c'était un homme qui écrivait assez bien, avec plaisir. On possède déjà en français quelques volumes de sa correspondance, notamment avec Michele Besso, qui était un de ses vieux complices italiens, avec Maurice Solovine, qui l'a beaucoup aidé et qui a traduit ses textes, et bien sûr avec Max Born, qui était congénial à lui et condisciple, quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Donc vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile que ça. La question absolument centrale, et vous pouvez bien vous imaginer que je ne vais pas la résoudre, c'est de savoir quels sont les rapports de Einstein avec le monde juif, parce que avec le monde juif, on peut le faire, mais avec le judaïsme, parce que dans ces cas-là, il y a bien évidemment deux écueils. De dire c'est parce que c'était un juif qu'il était aussi génial et qu'il était aux avant-postes de la modernité, etc., comme on l'entend souvent ad nauseam avec Karl Marx, Schoenberg, Freud, etc., ou bien l'autre possibilité de déni en disant le génie d'Einstein, c'est E égale MC2, et il aurait pu être d'une toute autre nationalité, d'une toute autre religion. Tout ça n'a rien à faire avec le génie d'Einstein et avec le judaïsme. Donc vous voyez bien qu'il faut essayer de naviguer entre ces écueils, d'autant plus que malheureusement, comme vous le savez aussi bien que moi, après les années 25 et même 1933, on a essayé de rabattre tous ces hommes-là et ces femmes sur leur judaïsme, c'est-à-dire en disant mais ça c'est de la science juive, alors que nous on cherche une science allemande. Et quand on a pris le temps de lire d'ailleurs tous ces textes contre Einstein très tôt, publiés très tôt, on comprend qu'il y a encore quand même effectivement un peu de travail à faire. Et alors Einstein, et on l'oublie souvent, est resté à Berlin, stoïque si je puis dire, pendant toute la guerre. On en dira un mot, la première bien évidemment, mais jusqu'en 1932, au milieu en réalité de déferlement de haine et de l'antisémitisme, il a tenu bon. En réalité, il y a un certain courage civique aussi à rester, non seulement à faire le job, mais comme on dit vulgairement, mais on va pouvoir dire aussi qu'il avait des conditions absolument exceptionnelles. Et dans la réussite d'Einstein, comme beaucoup de ces grands savants, il y a bien évidemment l'université allemande, la culture allemande, pas seulement d'ailleurs la langue allemande. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a des CD, bien sûr, d'Einstein. Son anglais est resté très vite épouvantable, et d'ailleurs, on faisait pas mal d'humour là-dessus, mais son allemand est magnifique. Il a un allemand presque suave, un allemand du Sud, et c'est toujours un vrai plaisir de l'entendre. Et il n'est pas du tout, d'ailleurs, comme on pourrait le penser, cet allemand des Prussiens. Alors, vous savez qu'il a aussi beaucoup voyagé, c'est un homme très social,
Et pour éviter d'ailleurs souvent les difficultés qu'il a rencontrées à Berlin, on le retrouve au Japon, on l'a dit tout à l'heure déjà, en Palestine, où il va dire quelques mots en 1923, donc avant la création de l'Université hébraïque de Jérusalem, et surtout, je l'ai dit, au Japon, en Amérique du Sud, où il a rencontré à Montevideo un des grands philosophes, et aussi en Argentine. Mais je crois qu'au Japon, il a eu une très très grande influence, et d'ailleurs ça nous permet d'avoir après toute une série de jeunes savants japonais qui viennent travailler à Berlin, et pas seulement bien évidemment en physique, mais vous pouvez vous imaginer que j'ai réussi à pister quelques traducteurs de philosophie allemande qui viennent du Japon, comme par exemple le traducteur de Kant. La chose donc importante, c'est que Einstein, c'est aussi la force de l'université allemande, et pas seulement de l'université allemande, mais de l'université berlinoise. Parce que lorsqu'il arrive à Berlin, c'est encore le Reich, c'est encore le deuxième Reich, si je puis dire, c'est encore le Kaiser. Le Kaiser Friedrich qui est là, Kaiser Wilhelm II, Guillaume II, et qu'on a souvent fait passer pour quelqu'un de criminel, de guerroyant, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait faux, mais qui est quelqu'un aussi qui a une admiration devant la science, une admiration devant l'industrie, une admiration devant le monde moderne. Et il ne faut pas oublier que c'était quelqu'un qui, par sa famille, était naturellement anglophone et était très très lié avec tout ce qui était de nouveau. C'est pour ça qu'il a protégé tout le temps son Académie des sciences, il appelait d'ailleurs ça comme ça son Académie des sciences, et elle a joué un rôle, vous le savez, très important déjà après la défaite napoléonienne au XIXe siècle, puisqu'on disait toujours les Français ont gagné sur la terre, les Anglais ont gagné sur mer, et donc à nous les Allemands, si je puis dire, il nous reste que l'air et que la pensée, et donc grâce aux réformes de Alexander von Humboldt et de Wilhelm von Humboldt, l'université et l'Académie des sciences ont pu se déployer. Je rappelle que cette Académie des sciences a été fondée par Leibniz en 1700 et que très tôt, elle a été quelque chose de remarquable et d'ailleurs de remarqué. On sait très bien que Frédéric Legrand, qui avait pourtant beaucoup d'autres choses à faire, s'est occupé aussi beaucoup de cette académie, a fait venir Voltaire, la Métride, d'Alembert, et donc il y a une tradition intellectuelle, une tradition savante, une tradition de sciences dures qui est très très importante et qui est là quasiment unique en Allemagne, puisque les autres centres, comme Göttingen, comme Francfort, comme Munich, sont bien évidemment beaucoup moins pourvus et ont beaucoup moins de force de frappe. Et ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet sur Einstein et Berlin, c'est qu'à Berlin, vous avez toutes les sortes de juifs. Vous avez les juifs les plus pieux, les juifs les plus sourcilleux, dont souvent ils viennent d'ailleurs de la célèbre école de Francfort et de Shimshon Raphael Hirsch, Torah in Derech Eret, jusqu'au plus, j'allais dire, aux queers, aux transgenres, aux gens qui sont des travestis et qui sont dans ce Berlin des années 20 tellement connu et sur lequel, bien évidemment, je vais parler un peu, puisque Einstein connaît tout le monde. Einstein est un homme sympathique. Einstein est là, tout le monde sait où il habite. Il est même d'ailleurs dans l'annuaire, bien sûr, mais même dans les annuaires juifs. Et vous trouvez son adresse célèbre, Haberlandstraße, où il est d'ailleurs dans ce très beau quartier qui s'appelle le quartier bavarois Bayerische Viertel. Et alors, donc, Einstein connaît tout le monde. Einstein est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Donc, dès qu'on lui demande une conférence, dès qu'on lui demande un coup de main, on verra ça d'ailleurs après 1933, et c'est d'ailleurs dramatique quand on lit ces textes et ces lettres-là, puisque tous les gens, beaucoup de gens lui écrivent en lui demandant un affidavit, en lui demandant un certificat. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire, et en plus, comme on le sait, il était excellent musicien, il se promenait un peu partout avec son violon, il adorait Mozart, Jean-Sébastien Bach bien sûr, et il y a des photos très célèbres dans la synagogue avec une kippa, ou en tout cas avec un couvre-chef, où il a donné quelques concerts pour venir en aide aux étudiants qui viennent de l'Est, pour faire, j'allais dire, presque des ventes de charité. Et souvent, Madame Einstein a essayé de faire barrage, et au bout d'un moment, c'est lui-même qui descendait de ce mezzanine où il travaillait.
Alors, quand il arrive pourtant dans un moment de sa vie extrêmement douloureux, puisqu'il est en train de divorcer de sa première femme, qui est une Serbe orthodoxe, et avec laquelle ils avaient travaillé, un peu moins qu'on l'a dit d'ailleurs, mais travaillé ensemble donc au moment où ils étaient à Zurich, puisque vous savez il est aussi justement comme Kafka, c'est un homme de bureau, quoi. Hein, il s'occupe des brevets, il a fait des détours avant d'entrer à l'université, et ensuite, bon, son cursus nous est bien connu, puisqu'il va terminer avant Berlin professeur à l'université de Zurich et au célèbre Polytechnicum, en ayant fait un détour par Prague d'ailleurs en 1911, qui l'a beaucoup intéressé, et où il a dû rencontrer notre consul général, qui n'était autre que Paul Claudel, que Kafka, qui lui est un Pragois, comme chacun sait, avait rencontré aussi. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte, bien sûr, de lire toute la liste de ces juifs tellement importants qui ont habité Berlin, un peu ou complètement, mais vous dire qu'on a beaucoup de témoignages. Non seulement le livre qui va me servir, bien sûr, le livre phare de Gershom Scholem, dont Franklin a parlé tout à l'heure, qui s'appelle De Berlin à Jérusalem. Gershom Scholem est un personnage bien évidemment fascinant, qui est parti dès 1923 à Jérusalem, mais qui vient d'une famille berlinoise, de 3 générations berlinoises, avec un frère qui était d'ailleurs à l'époque beaucoup plus connu parce qu'il était un des meilleurs orateurs communistes au Reichstag. Cette famille était vraiment fascinante, et au fur et à mesure, on a une correspondance, on a ses souvenirs, et les souvenirs de Scholem sont aussi maintenant extrêmement connus. On a les souvenirs de Raymond Aron, qui fait partie des Français qui se retrouvent à Berlin. Il y a toute une colonie française, des mathématiciens et des philosophes qui, bien évidemment, ont été tellement marqués par cette ville qu'il faut aller rechercher chez eux. Je regardais les textes de Giraudoux, le texte d'Aragon, le texte de Crevel. On a vraiment des très bonnes sources d'informations. Et tous ces gens-là, bien sûr, rencontrent des juifs, alors parfois des banquiers, parfois des juifs, j'allais dire, moins fréquentables, mais tous ces gens-là ont remarqué cette vie trépidante berlinoise et en réalité judéo-berlinoise. Il n'est qu'à parler du grand professeur Peter Gay, qui lui aussi est né à Berlin, Ernst Simon, Toller, qui est quelqu'un de très connu, et tant d'autres. Vous savez qu'on pourrait faire à chaque fois 1 heure sur chaque segment de la culture et d'art, par exemple l'architecture, la musique. N'oubliez pas que c'est Schoenberg qui remplace Busoni à partir de 1925. On a des lettres, bien sûr, entre Schoenberg et Einstein sur des sujets très intéressants, d'ailleurs. Savoir existe-t-il une musique juive ou pas? Est-ce que quand c'est un juif qui fait de la musique, c'est automatiquement de la musique juive, qui est un débat qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Et aussi, on a beaucoup de documents où on n'irait pas les chercher, mais parfois chez les journalistes. On a les correspondants du Temps, on a des syndicalistes qui viennent à Berlin. On a d'ailleurs aussi des juifs qui viennent déjà de Palestine et qui habitent Berlin. Et bien sûr, nos ambassadeurs, qui sont toujours à l'époque des grands ambassadeurs, parce que Berlin est un très gros poste, notamment Jules Cambon, avant la Première Guerre, et puis Pierre de Margerie et André-François Poncet, qui sont en plus, je ne veux pas être désobligeant, mais un peu des graphomanes. Et quand on a la patience de lire ça, ces ambassadeurs servent à tout, n'est-ce pas? Et donc, ils rencontrent en permanence, bien évidemment, les savants, les journalistes, et vont suivre l'histoire de la ville de Berlin quasiment heure par heure. Même d'ailleurs, quand on aime un peu les vieux papiers, vous trouveriez aussi un attaché militaire de la famille de Leroy-Ladurie, ainsi qu'un attaché de presse et un attaché commercial de la famille célèbre des Laboulay. Donc vous voyez, on a en réalité énormément de documents, et les papiers Einstein essayent de les utiliser sans toujours, bien sûr, arriver à faire à donner complètement une image. Parce qu'avec Einstein, mettez-vous bien ça dans la tête, c'est exactement le même problème qu'avait eu Martin Buber, qui va habiter bien sûr Berlin avant de partir à Heppenheim. Ce sont des gens qui rencontrent 2 guerres, une révolution, la République de Weimar, la Shoah bien évidemment, et la création de l'État d'Israël.
Donc ça fait à chaque fois des chocs tout à fait extraordinaires, c'est pas la peine de le dire, et des chocs souvent tragiques. Einstein est mort à 76 ans, c'est pas comme il est né en 1879, il est mort en 1955, donc vous voyez, on pourrait aussi le segmenter de manière à faire plusieurs histoires de la ville de Berlin et des Juifs de Berlin. Et parfois, vous pouvez vous imaginer l'intérêt que peuvent avoir aussi les gens qui n'ont rien vu. Par exemple, quand c'est des Français qui débarquent, j'ai pensé à notre chère Simone Weil, la philosophe, qui est été 1932 à Berlin et qui a écrit quelques articles sur l'Allemagne et qui écrit donc Premières impressions d'Allemagne. Politiquement, tout est toujours tranquille. À peine si on voit quelques nazis en uniforme dans la rue, ils se conduisent d'ailleurs comme tout le monde. Alors, on peut se demander, bien sûr, pourquoi Simone Weil n'a pas vu le reste. En réalité, vous pouvez vous imaginer qu'il y a d'autres lettres et d'autres jugements, mais il faudrait aussi pouvoir remarquer les gens qui sont restés. Ce qui frappe aussi chez ces juifs allemands, c'est ceux qui sont restés avant 1933 et ceux qui ont attendu tellement tard avant de partir, ce qui n'était pas le cas de Einstein, puisque très souvent, on voit que, par exemple, Jean-Richard Bloch en parle très bien. Jean-Richard Bloch, qui est un Français, comme vous le savez, fait un livre d'ailleurs sur Berlin, et nous avons un livre qui s'appelle Mitropa, et aussi sa correspondance. Et donc, tous ces moments sont marqués, bien sûr, par l'antisémitisme, mais dans les lettres de Einstein, vous avez aussi, d'abord, c'est des lettres de savants, n'est-ce pas? Et donc, tout ce qu'il a à dire sur Berlin et sur le judaïsme, la plupart du temps, c'est au début ou à la fin de la lettre. Le reste, bien sûr, sont des équations et des schémas extrêmement compliqués. Lorsqu'il arrive à Berlin en 1914, donc Berlin est une ville qui est la capitale d'un empire qui veut rivaliser avec l'empire des Romanov et puis la Grande-Bretagne. Avec les Grande-Bretagne et l'empire britannique. On trouve à peu près 140 000 juifs quand Einstein arrive, ce qui fait qu'ils font à peu près à peine 4% de la population berlinoise, mais en Allemagne, ils sont 600 000, 650 000, et là, ils sont moins de 1%, comme on le sait. Simplement, la concentration et le fait que nous avons affaire à une communauté fortement urbanisée fait que Berlin jouait un rôle bien sûr important. C'est là où on allait essayer de trouver du travail, et puis c'est là où était la fin du cursus honorum, et donc on voulait absolument, soit pour des raisons de business, soit pour des raisons universitaires ou des raisons artistiques, aller à Berlin. Et cette science allemande, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sont vraiment des choses très, très répandues à Berlin, puisqu'on a donc cette double tête de l'université et de l'académie, où il y a déjà, depuis un moment, bien sûr, des savants juifs. Alors, un de mes problèmes, et ce problème, je vais l'avoir si par hasard j'arrive à terminer un livre sur les juifs à Berlin du temps d'Einstein, c'est toujours, naturellement, de qu'est-ce qu'on doit considérer comme juif. Parce que la moitié de ces gens-là sont d'ailleurs des juifs pas très juifs. D'après mes souvenirs, je n'ai pas pu vérifier, mais vous regardez en même temps que moi toutes vos ressources électroniques, et je crois que Einstein n'a pas fait sa bar mitzvah. C'est un peu curieux parce qu'il avait un précepteur qui, lui, était un Ostjude, donc un juif de l'Est, que les familles bourgeoises entretenaient, et ça permettait comme ça de faire une mitzvah et de faire une gentillesse. Et en plus, ça ne s'invente pas, ce jeune homme s'appelait Talmud. Alors il a changé son nom après en Talmay. Il a été, d'ailleurs, c'était un médecin et un physicien, et il a fait un livre extrêmement intéressant sur la théorie de la relativité, puisque lui, bien évidemment, il a gardé des contacts très, très, très précis avec Einstein. Alors lorsqu'il arrive à Berlin, vous avez, donc avant la guerre, avant la Première Guerre, vous avez une communauté en grande partie libérale, ou encore une fois, c'est un peu compliqué. Il y a ceux qui n'ont pas fait leur bar mitzvah, il y a ceux qui sont franchement convertis, il y a ceux qui sont convertis de fraîche date, il y a ceux qui sont convertis parce qu'ils voulaient avoir un poste à l'université, et bien évidemment, souvent, ils n'ont pas eu. Et il y en a d'autres dont on ne sait pas qu'ils sont juifs et qui n'ont pas eu autant de difficultés, et ça dépend bien évidemment du métier que vous faites. Quand vous êtes un physicien ou quand vous êtes un chimiste, ça avait l'air pour ces gens-là un peu moins compliqué que quand vous êtes avocat ou médecin,
La moitié des médecins de Berlin sont juifs. 40% des avocats de Berlin sont juifs pendant la République de Weimar. Il ne faut pas oublier ça. Et Berlin est devenue la dernière grande capitale allemande, puisque à partir de la République de Weimar, donc entre les deux guerres, Vienne est devenue un village. D'ailleurs, les gens le disent eux-mêmes. Et on voit, comme le célèbre metteur en scène Max Reinhardt, on voit des Viennois arriver à Berlin. Alors, le monde juif est divisé, comme il se doit, avec une masse de juifs qui sont membres d'un parti, d'une espèce d'association qui s'appelle l'Association centrale des citoyens allemands de foi, de confession juive, Zentralverein Deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens, qui a été fondée en 1893 et qui, là, est sur un projet vraiment judaïsme et germaniste, un projet qu'on va retrouver avec Hermann Cohen, c'est-à-dire d'expliquer qu'on ne peut pas être un meilleur Allemand qu'en étant juif et on ne peut pas être un meilleur juif qu'en étant allemand. Les textes d'Hermann Cohen sur ce point sont bien évidemment d'un côté tragique, mais très très intéressants à lire. Et donc, on trouve, par exemple, alors il y a des milliers de membres, bien sûr, en 1923, au moment où justement Scholem s'en va, mais où Einstein habite déjà Berlin depuis près de 10 ans, vous avez à peu près 200 000 membres avec des tas de relais dans toutes les villes. Enfin, c'est une association très, très active. Qui est aussi normalement là pour aider les Juifs quand ils ont des problèmes juridiques, etc. Mais c'est une association qui, très tôt, va avoir qu'un seul ennemi, j'exagère un peu bien sûr, c'est le sionisme. Alors, le sionisme, il y en a beaucoup moins. Et oui, parce que quand vous êtes un juif berlinois et que surtout vous faites partie de cette grande aristocratie berlinoise, des Benjamin qui habitent sur le Tiergarten, et bien sûr les von Mendelssohn, les Cassireurs, les immondes dont je ne vais pas avoir le temps de parler, on est servi à table, on a des lofts de 3 pièces, on est de 3 étages, on est en même temps d'ailleurs mécène, n'est-ce pas? Les Cassireurs, il y en a un qui est mécène, un qui est banquier, l'autre est un grand philosophe, et quand c'est les femmes, elles sont aussi les premières à aller à l'université et elles entretiennent des écoles alternatives comme par exemple celle de l'Odenwald qui est à Eppenheim près de chez Martin Buber où c'est en fait, je me suis toujours demandé comment cet argent arrivait puisque c'était une école alternative où chacun devait être soi-même au niveau de son soi-même, etc., où on faisait de la pédagogie innovative et alternative et en réalité il y avait une jeune fille cassiereur qui bien sûr payait ce qu'il fallait. Cette école me tient toujours à cœur puisque, comme vous le savez, parmi ces brillants élèves, il y avait Daniel Cohn-Bendit. C'était une école où on envoyait, sinon les enfants à problème, du moins les enfants qu'on ne pouvait pas mettre dans les circuits normaux. Alors, l'association du sionisme, eux, c'est aussi très intéressant. C'est d'ailleurs toute cette bande-là, si je puis m'exprimer familièrement, c'est des docteurs de l'université, c'est des professeurs, c'est des gens extrêmement cultivés, c'est des gens qui souvent viennent de la bourgeoisie et de la haute bourgeoisie, qui ont eu le temps de se cultiver, parfois d'ailleurs en opposition à leurs parents, mais parfois aussi sous la bénédiction de leurs parents, en tout cas dans la première partie qui nous occupe, puisqu'après, comme vous le savez, à cause de l'inflation et de ces milliards de marques qui ne vaudront plus grand-chose, plus personne, en tout cas moins, n'aura d'argent. Mais le sionisme est en minorité à Berlin et il est même très mal considéré par cette communauté libérale, je l'ai déjà dit. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a déjà, avant les textes de Herzl, avant les premiers congrès sionistes, je vous rappelle que le texte de Herzl fondateur est 1896, le premier congrès sioniste est 1897, je signale d'ailleurs qu'il devait avoir lieu à Munich et il y avait tellement d'opposition du côté des juifs allemands que c'est la raison pour laquelle on l'a fait à Bâle. Et l'opposition venait de tous les côtés, on n'était pas sûr de la cache-route, on ne voulait pas quelque chose de sioniste en Allemagne, et les catholiques munichois n'avaient pas du tout envie de les voir, etc. Or, ces jeunes sionistes sont en réalité souvent des Russes ou des Ostjude, justement, ou des gens qui viennent de l'Est de l'Europe, qui viennent terminer leurs études. Et donc, dès 1888, nous avons un cercle savant russe juif
une douzaine de personnes, dont le célèbre Léo Motzkin, et où il n'y a qu'un seul Allemand. Et bientôt, ils ont leur revue, ils ont leur salle à l'université. On cède les uns les autres et on bûche les examens. Naturellement, on les réussit parce qu'il ne s'agit pas d'être collé. Et en plus, on est, je dirais, non seulement la minorité, mais la minorité de la minorité quand vous êtes sioniste. Et alors, c'est très impressionnant de voir la qualité intellectuelle de ces grands dirigeants sionistes de l'époque berlinois. Il y a le célèbre Arthur Handke, bien sûr, ne pas confondre avec Peter, bien sûr, mais celui qui est le plus connu en dehors de Bodenheimer, c'est Blumenfeld, puisque Kurt Blumenfeld est le grand ami d'Hannah Arendt. Et Kurt Blumenfeld est déjà un sioniste de la seconde génération, un peu comme Scholem, en disant, mais nous, on se serait bien assimilés, on aurait bien marché dans votre histoire judéo-allemande, mais ça va rater, ça ne marche pas. C'est un théâtre d'ombre et ça va mal se terminer. Pourquoi? Parce que tous ces juifs qui se sont engagés, comme les juifs français, pendant la Première Guerre mondiale, avec les rabbins qui faisaient le bruit à côté et qui les ont aidés et qui sont venus, parce que là, il ne s'agissait pas qu'il manque un seul juif, n'est-ce pas? Léo Beck a été un des Frontrabbiner et on en a connu d'autres. Il y en a qui sont très connus, comme par exemple celui qui s'appelait Joachim Prinz, qui a été, dont je dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais je crois que je n'aurai pas le temps, qui est une des stars des jeunes rabbins en Allemagne et à Berlin. Tous ces gens-là, vous allez les retrouver, bien sûr, soit en Palestine mandataire, soit parfois, comme Nussbaum, à Hollywood. Il y en a qui partiront directement de Berlin pour Hollywood. Ils retrouveront d'ailleurs leurs amis cinéastes, comme Billy Wilder, qui s'appelait Samuel Wilde, comme vous le savez, et qui est né à Berlin. Et donc, ça, c'est des choses quand même suffisamment connues. Et maintenant, malheureusement, comme ils ont un certain âge, vous voyez qu'ils meurent tous les uns après les autres. Et donc, vous vous apercevez que leur nom de scène, si je puis dire, ou leur nom de cinéma, cache bien souvent des juifs berlinois, des juifs hongrois, livre merveilleux qui s'appelle Les mémoires d'un fils, les mémoires d'un chiffonnier, ou bien les souvenirs de Laurine Bacall en parlant de la Roumanie. Donc, ce sionisme est très vigoureux et très éloquent. Et au moment du drame de la Première Guerre mondiale, il va y avoir non seulement beaucoup de morts, mais il va y avoir un sondage pour savoir où sont les Juifs. Est-ce que vraiment les Juifs ne sont pas déplanqués? Et en 1916, il y a ce qu'on appelle justement le comptage des Juifs, Judenzahlung, et à partir de ce moment-là, certains, dont pourtant même Buber, qui au début avait été assez enthousiaste, puisque cette guerre allait aider à sauver les Ostjuden. Ce n'était pas tellement contre les Français et les Anglais, mais c'était pour essayer d'arracher les Juifs qui étaient sujets à tant de pogroms en Russie. Et alors, ce drame-là va leur montrer que finalement, à la fin, c'est des Juifs qui font la guerre contre d'autres Juifs et qu'il n'y a rien à attendre de ce judaïsme allemand, même fut-il du judaïsme de Bac plus 15 et du judaïsme honoré, professeur docteur, etc. Bon, lisez pour ça l'autobiographie de Gershom Scholem, qui est en livre de poche, qui s'appelle De Berlin à Jérusalem, et qui est vraiment un témoignage tout à fait extraordinaire. Ces sionistes, dans ces cas-là, vont aussi être une espèce de sas très intéressant pour ces fameux Ostjuden, pour ces fameux juifs de l'Est, avec lesquels d'ailleurs ils auront des rapports un peu tendus, parce que ce sioniste-là reste quand même un sioniste souvent patriarcal, quoi, c'est-à-dire qu'on est à la table, on voit ça dans les photos, on est à la table et puis on voit les gens, les pieux et les caftans noirs qui sont dans la salle. Alors il y en a quelques-uns qui bien évidemment arrivent à avoir les deux cultures, comme par exemple Nahum Goldman, qui le raconte aussi dans ses mémoires, elles sont traduites en français, et donc Nahum Goldman, avec Klatskin, fait partie des gens qui font le go-between, qui font le pont entre ces deux cultures, qui donne bien sûr un ton particulier avec ce judaïsme berlinois, avec près duquel Einstein était spontanément attiré. Parce que Einstein détestait les bourgeois, comme vous savez, Einstein détestait tout ce judaïsme arrivé, il était persuadé que ça allait mal se terminer, et comme Franklin l'a rappelé tout à l'heure, très vite, on a des témoignages formidables, il a été avec Chaim Weizmann aux États-Unis pour faire de la pub, si je puis dire, pour l'Université hébraïque de Jérusalem, qu'on va ouvrir en 1925, et au sein de laquelle il jouera d'ailleurs un rôle très important, puisqu'il est
avec Freud d'ailleurs et d'autres, membre du conseil d'administration. Et il entend d'ailleurs qu'on respecte bien cette université hébraïque comme centre de sciences et pas du tout simplement comme quelque chose qu'il faut avoir parce que puisqu'on fait un pays, ben, il faut aussi avoir une université. Et il a même démissionné une fois, il est revenu après. Sa correspondance avec Marie Curie est extrêmement intéressante parce qu'ils seront tous les deux dans ce qui va produire après la guerre l'UNESCO, qui est le Conseil international de coopération intellectuelle, où Einstein a joué aussi un très grand rôle parce que Einstein, ça permettait de prendre un Allemand qui était quand même pas tout à fait allemand. C'était pas vrai d'ailleurs, il était totalement prussien puisqu'il était à l'Académie, mais il avait d'abord gardé son accent suave et puis surtout, comme il disait toujours, si jamais ça va mal, on pourra toujours dire que je suis un juif suisse. Alors quand les gens m'aiment, ils disent que je suis un professeur allemand, puis sinon on dira que je suis un juif suisse. Donc si vous voulez, il est là en contact avec beaucoup d'intellectuels, avec beaucoup non seulement de grands savants, mais aussi ce monde un peu hors norme de ce judaïsme, de celui de Joseph Roth par exemple, et de celui de certains grands auteurs qui en une génération vont se mettre à apprendre l'allemand, puisque comme ils étaient souvent, enfin, la plupart du temps yiddishophones, c'était quand même pas très difficile de savoir l'allemand. Et leur avantage, c'est un autre sujet, mais leur avantage quand ils vont se retrouver en Palestine mandataire et après en Israël, c'est que ces yiddishophones pourront passer à l'hébreu en une soirée, si je puis dire, pourront apprendre l'hébreu beaucoup plus facilement, alors que bien évidemment nos juifs allemands avec leur légion d'honneur sur canapé et toute leur croix formidable vont avoir beaucoup de mal à s'intégrer, pas tous contrairement à ce qu'on l'a dit, mais à apprendre l'hébreu et à jouer un rôle comme ils le voulaient, comme ils pensaient pouvoir le faire. Et donc, si vous voulez, vraiment, Einstein a choisi son camp tout de suite. Einstein a continué de travailler pendant la guerre. Vous savez d'ailleurs qu'un des problèmes, la légende du coup de poignard dans le dos, c'est qu'il n'y a pas eu l'armistice s'est arrêté aux frontières, si je puis dire. Ce qui a donné donc cette légende du coup de poignard dans le dos. Et on a des photos qui montrent les soldats allemands revenus du champ de bataille en disant « vous n'avez pas été vaincus, les invaincus, die Unbesiegten ». Et comme vous savez, ça a traîné pendant très longtemps cette idée que c'était les communistes, les juifs, les francs-maçons et tous les ennemis de l'Allemagne qui avaient fait le coup. Le deuxième problème dont je n'ai pas à parler parce que là, il était un peu éloigné de cela, contrairement à d'autres, c'est le traité de Versailles, qui, comme vous savez, a été pour les Allemands une infamie, on les a d'ailleurs, c'est reconnu maintenant, brusqués. Et donc, cette République de Weimar, avec laquelle Einstein va se battre tout au bout, n'est-ce pas? Alors que c'est un système politique, donc c'est une des premières, c'est même quasiment la première démocratie en Allemagne. Donc, mais alors c'est toujours extraordinaire avec ce cas juif allemand. Pour faire la constitution de Weimar, on a pris le meilleur des juristes. Qui c'était le meilleur des juristes? Il s'appelait Hugo Preuss. D'ailleurs, le nom doit déjà vous dire quelque chose. Donc, c'était un juif allemand. Donc, immédiatement, les gens se sont dit, mais ça y est, c'est encore quelque chose qui va servir les Juifs. Il a été très loyal, contrairement à d'autres. Et en fait, on a essayé de parlementariser le Reich, et on ne va pas parler trop de cette République de Weimar, qui est un sujet pourtant extrêmement intéressant, et qui très tôt d'ailleurs, qui va être attaqué de tous les côtés. C'est un des régimes qui a été le plus attaqué, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes sionistes n'avaient pas du tout envie de rester. Et ces jeunes sionistes avaient en plus une chance folle parce que Berlin a été, donc on l'a dit déjà, un centre de littérature yiddish et de littérature russe. D'ailleurs, les Nabokov habitent Berlin, bien évidemment. Delphine Bechtel a fait des très beaux livres là-dessus, mais aussi un centre de littérature hébraïque. Agnon passe des années en Allemagne, Bialik passe des années en Allemagne, et donc on apprend l'hébreu, on a des éditeurs de textes en hébreu, etc. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. On a maintenant toutes ces adresses, les photos, donc on peut sans aucune difficulté faire cette espèce de géographie, d'association, et même l'association mondiale de l'étude de l'hébreu, Brit Ivrit Olamit, a son siège à Berlin. Et encore une fois, comme Berlin est une capitale, il n'y a pas seulement ce qui est la capitale de la Prusse, mais aussi la capitale de l'Allemagne. Et en plus, et je ne veux pas oublier, puisque c'est quelque chose de très connu, puisqu'on parle des Ostjuden, il y a un quartier
où ils habitent, qui s'appelle le célèbre Scheunenviertel, le quartier des Granges, qui est au centre de la ville de Berlin, au milieu, ceux qui connaissent Alexanderplatz, avec quelques ruelles, et où là, je dois dire, on a aussi une population tout à fait extraordinaire, selon les goûts, qui passe du souteneur jusqu'au rabbin chassidique. Il suffit de lire Berlin Alexanderplatz, 1929, Döblin, qui est juif, comme on le sait, il détaille cela avec une grande dextérité. D'autres descriptions nous sont aussi très, très connues, celle de Franz Hessel, le père de Stefan Hessel, qui vient de famille de banquiers berlinois. C'est la raison pour laquelle il peut faire ses allers-retours entre Paris et Berlin, et vous le retrouverez dans Jules et Jim, bien sûr, avec son ami Walter Benjamin, qui lui aussi naît dans une grande famille du Tiergarten. Tous ces gens-là sont servis à table, ont des bibliothèques, ont tout l'argent qu'ils veulent, et ça va s'arrêter, bien sûr, malheureusement pour eux, assez vite. Et dans ce Scheunenviertel, il va y avoir, pendant la République de Weimar, des pogroms avec lesquels où la police va arriver, comme par hasard, un peu en retard. Donc, on a réussi, grâce à Max Planck, à avoir Einstein dans cette Académie des sciences où on lui a fait un pont d'or, où il est à l'Académie, il est à l'université, il n'est pas obligé d'enseigner, ce qu'il va pourtant faire, parce que c'est un communicant né, et il va avoir un des salaires les plus mirobolants, sous les yeux un peu étonnés de ces grands maîtres de la science, de ces dieux, demi-dieux de la science, que sont à l'époque, par exemple, Wilamowitz Moellendorff ou bien le professeur von Harnack, mais Max Planck avait été tellement convaincant et avait trouvé les fondations qu'il fallait pour rémunérer Einstein, qui d'ailleurs était extrêmement simple dans ses goûts. Comme vous savez, il avait toujours, même plutôt la tête d'un clochard, il était toujours, enfin, il ne faut pas exagérer, il était toujours un peu embêté quand il fallait mettre un smoking. Alors on vous le montre toujours avec un smoking et puis un queue de pie, mais si vous regardez bien, vous voyez qu'il n'a jamais de chaussettes, parce qu'il trouvait que ce n'était pas une bonne idée, parce qu'on faisait toujours des trous dans les chaussettes, et donc il n'y avait pas besoin. Donc il fait partie, j'allais dire, de la ville de la ville de Berlin. C'est quelqu'un qu'on croise, c'est quelqu'un qui parle aux gens, et d'autant plus qu'à partir des années de 27 et de 29, il va avoir un bateau, et il va faire un bateau, il a une maison de campagne qu'on visite encore aujourd'hui, qui s'appelle à Caput, là où sur le lac, derrière le lac, où d'ailleurs il y a aussi le lac de Wannsee, où, comme vous savez, il y a la fondation Liebermann, où habitait Max Liebermann, le grand peintre, et qui était le président de l'Académie des Beaux-Arts. J'avais idée mais on ne va pas avoir le temps, de faire un tour dans Berlin en se promenant. Il faudrait faire ça avec une carte, puisque justement, dans ces différents quartiers, vous avez Berlin la Rouge, Berlin de Wedding, le Berlin des ouvriers, Berlin qui n'a d'ailleurs jamais donné la majorité à Hitler, Berlin contre laquelle tous les dignitaires nazis se sont cassés les dents, et le Berlin de Grunewald, où il y a ces grandes, qu'on peut voir encore aujourd'hui, ces grandes maisons des Juifs, le Tiergarten, qui est l'endroit, alors on peut voir très bien dans la carte, n'est-ce pas, le père ou le grand-père arrive avec un petit job, et puis après se retrouve au Tiergarten, et bien évidemment au Saint des Saints, Pariser Platz, devant la porte de Brandebourg. Ceux qui ont cette place dans l'esprit, dans la tête, savent que à la droite il y a notre ambassade, Pariser Platz, justement le studio de Liebermann. De l'autre côté, il y avait la famille Friedlander-Fuld, qui sont les plus riches après l'empereur, qui paient le plus d'impôts et qui ont bien sûr une très très grande activité de mécène. On a les listes maintenant où sont naturellement ma chère famille Mendelssohn, où il y a des von Mendelssohn, il y a des Mendelssohn-Bartholdy, qui sont des gens qui donnent beaucoup d'argent dans les musées et qui sont aussi très en avance. C'est eux qui achètent la première grande peinture française, notamment dans le salon exposé dans le salon des Cassireurs dont je parlais tout à l'heure. Alors ces demeures de Pariser Platz sont bien sûr des demeures où on a des réceptions très brillantes, où on voit, bon, vous avez qu'à vous souvenir de Cabaret et ces fameuses années 20 qui ont aussi leur propre mythologie, bien évidemment, sont suffisamment connues. Peut-être, si j'avais été en présentiel, comme on dit, je pense que je n'aurais pas pu résister à la célèbre anecdote qui nous montre notre ambassadeur de France qui recevait Coco Chanel pendant la République de Weimar, et donc il ne savait pas avec qui l'inviter. Bien évidemment, il l'a invité avec Albert Einstein.
dont on me disait qu'il était d'ailleurs qu'il n'avait pas son rond de serviette, mais qu'il venait volontiers puisqu'il savait le français. Il avait en grande partie fait ses études et habité en Suisse. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau pour les Français, une de ces 2 conférences qu'il avait faites à Jérusalem était en français. Et donc, on ne savait pas qui inviter avec Coco Chanel. On a invité Einstein, qui l'a ramené après à l'hôtel Adlon, qui est donc à 20 mètres de Pariserplatz de l'ambassade. Et après, la femme, qui était la bru d'ailleurs de l'ambassadeur, Jeanine Marjorie, lui a demandé comment ça s'était passé avec Coco Chanel. Et Einstein a dit, c'était absolument formidable, cette dame est délicieuse, non seulement pendant le dîner, mais après, c'est la seule à ne pas m'avoir demandé d'expliquer la relativité. Parce que bien évidemment, vous pouvez vous imaginer que tous les André Gide et tous les grands professeurs qui venaient là voulaient absolument avoir une explicitation de la relativité, ce qui manifestement n'était pas du tout à l'agenda de Coco Chanel. Alors, vous voyez que cette place à l'Académie est aussi quelque chose d'important pour la communauté juive, pour les Juifs. Il y a une fierté tout à fait extraordinaire et puis il y a aussi un engagement, c'est-à-dire il y a un côté, d'ailleurs il le dit souvent, Einstein, il dit mais on me prend comme une vieille potiche, mais enfin je vais quand même les aider, je vais quand même, il est hors de question pour moi de se désolidariser. Et donc, on va voir qu'il va le faire vraiment à tous les niveaux. Et il arrive, donc quand il arrive, il va d'ailleurs s'installer chez un autre juif allemand qui lui avait sauté le pas, mais ça ne va pas le protéger, puisque c'est le célèbre Fritz Haber, qui est un grand chimiste et un grand physicien, et c'est malheureusement l'inventeur de l'hypérite, qui est, comme vous savez, le gaz qui va empoisonner certains de nos grands-parents, dont le mien d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs de recevoir le prix Nobel. Et juste après la guerre, et ce qui est beaucoup plus tragique, c'est que sa femme va se suicider avec son âme de service quand elle aura appris tout ce que les dommages qu'il a fait. Et après la guerre, d'ailleurs, Einstein va être un des premiers qui va essayer de refaire le rapprochement franco-allemand et il va donner vraiment beaucoup de sa personne. Il y a beaucoup de gens qui vont très mal le prendre. Il va venir parler plusieurs fois au Collège de France et il raconte quand il est revenu à l'Académie pour faire sa conférence hebdomadaire, il y en a quelques-uns qui ostensiblement quitteront l'Académie. D'ailleurs, il y a des gens il aurait dû être reçu à l'Académie française et des académiciens ont refusé, comme quoi cet alibi des Juifs suisses n'a pas été toujours bien accepté. Alors, si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qu'on retrouve, j'allais dire, presque sur tous les fronts, y compris sur des fronts un peu moins connus, prenant son temps, prenant aussi de son intelligence. Il écrit très souvent dans les journaux à des niveaux bien évidemment différents. Il est en correspondance avec toute la Terre. Et comme vous le savez, il a reçu son prix Nobel, pas tellement d'ailleurs à cause de la relativité, de ces fameux articles de 1905, mais parce qu'il avait réussi à résoudre des problèmes d'optique. Et pendant tout son temps à Berlin, il va se battre avec l'idée de faire de sa théorie une théorie plus générale, c'est-à-dire donc cette théorie de la relativité généralisée. Et c'est pendant son séjour berlinois où il va devenir une icône mondiale, où il va devenir tout d'un coup l'homme le plus connu au monde, comme aujourd'hui. On a fait d'ailleurs les statistiques. Vous savez qu'on fait ça très facilement maintenant et beaucoup. Il est encore aujourd'hui l'homme le plus connu au monde, bien avant Freud, bien avant Charlie Chaplin, avec lequel il s'entendait très bien. Il l'a rencontré une fois aux États-Unis et ils étaient tous les deux. Ils sont arrivés dans le théâtre, tonnerre d'applaudissements. Et Charlie Chaplin dit à Einstein, ben, vous voyez bien, ils applaudissent parce que je les fais rire. Et Einstein dit, ils applaudissent parce qu'ils ne comprennent rien à ce que je dis. Et donc, il est vraiment aussi très, très, très en phase avec cette communauté, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Je signale d'ailleurs que, puisque j'ai dit un mot sur la guerre, pendant ce temps-là, il a quand même continué à travailler et parfois même pour préparer certains instruments d'optique, un gyroscope ou des choses comme ça qu'on a utilisés après pour la guerre sous-marine. C'est-à-dire il y avait une espèce d'aura du pacifiste qu'il est. Il est membre des associations de droits de l'homme, il va voir Romain Rolland, etc. Mais enfin, il était quand même pas très très loin de tous ces milieux. Et surtout, on va lui reprocher, ce qu'il a est une vraie bêtise, on va lui reprocher d'être le père de la bombe atomique. La seule chose qu'il ait faite, et ça il l'a toujours dit, il a bien fait de le faire, c'est d'écrire cette fameuse lettre au président des États-Unis pour donner le feu vert au travail
sur la bombe atomique et sur la fission d'uranium parce qu'il avait peur, comme beaucoup de gens, que les Allemands, qui connaissaient bien, puisque c'était ses collègues, que les savants allemands trouvent ça avant. Alors, ces gens qui avaient fait la Première Guerre mondiale vont d'ailleurs eux aussi rester un tout petit peu plus longtemps en Allemagne. Quand vous aviez un père qui avait été Frontkämpfer, qui avait été un rabbin sur le front, vous aviez le droit de rester encore en Allemagne, en tout cas pour terminer votre thèse. C'est le cas, par exemple, d'un rabbin malheureusement un tout petit peu moins connu, mais il y a une famille très intéressante de Friedenau qui s'appelle Winter, donc Moritz Winter et Fritz Winter, qui sont d'ailleurs aussi tous les deux des gens qui sont des excellents connaisseurs de la tradition, de la tradition juive. Et le premier, le père, passera par Shanghai et terminera aux États-Unis, alors que le second sera le grand rabbin de Montevideo. Donc vous voyez, cette galaxie juive allemande se retrouve d'ailleurs un peu dans toute la Terre. Il faut un peu la chercher parce que c'est des gens qui ont changé leur nom, qui se sont parfois parfaitement bien assimilés, et donc on a du mal à les retrouver. Mais il a vraiment milité pour la paix, puisque tout de suite après, tout de suite pendant la guerre et après la guerre, les professeurs, surtout à Berlin, malheureusement, ont été massivement du côté du Reich, quoi. Et donc il s'est bagarré beaucoup contre cette idéologie. Alors, je voulais juste dire un mot maintenant sur ce monde absolument enchanté qui a été celui, je l'ai dit tout à l'heure, de la musique, donc avec Schoenberg, je l'ai dit par inadvertance, si je puis dire, du cinéma. L'architecture, tous ces auteurs viennent à Charlottenbourg, qui est la première université technique, et vont faire un travail qu'on va retrouver après très vite, soit aux États-Unis, soit en Palestine. Par exemple, les élèves du Bauhaus, quand ils vont déménager de Dessau, ils vont après se retrouver à Berlin, et après de Berlin vont être obligés d'irriguer. C'est d'ailleurs un des élèves, Eric Mendelssohn, qui va faire la tour Einstein quand vous êtes à Berlin, où il y a encore aujourd'hui, je crois, le département justement de physique ou d'astronomie, qui est la tour qu'on a construite pour Einstein, pour qu'il puisse continuer à travailler. Mais on s'aperçoit qu'il est après mis, on trouve son nom partout. Par exemple, Berlin est un grand centre de sciences juives. Vous avez un séminaire de rabbins, vous avez la grande école, l'université du judaïsme où enseigne Léo Beck, vous avez des archives. Et bien là, Einstein est toujours avec les cassireurs, il est membre du comité d'administration. Et comme il s'intéresse à tout, qu'il a lu beaucoup de Spinoza, qu'il a une très grosse culture, alors il vient et je l'ai retrouvé par exemple dans le comité de la grande édition de Mendelssohn, puisque en 1929, c'est une année Mendelssohn. Il y a du Moses Mendelssohn absolument partout, puisque Mendelssohn est justement l'image de la réussite de l'émancipation, au bon sens du terme, de l'émancipation des Juifs en Allemagne. En plus, 1929, c'est aussi le bicentenaire de Lessing, Nathan le Sage, et donc il y a une espèce de tolérance et de Mendelssohn effect, et en plus, qu'on oublie toujours, c'est une des années où les nazis sont en perte, en chute libre au Reichstag, et donc pendant quelques mois, peut-être quand même quelques années, on peut se dire, bon, bah, finalement, c'est gagné, quoi. Enfin, on va quand même y arriver. Et bien sûr, Einstein est présent dans ces manifestations quand il est là, parce qu'il est allé, je vous l'ai dit, 3 fois déjà aux États-Unis. Très vite, lui-même, il avait compris pas comment ça allait se terminer, mais le rôle malheureusement de l'antisémitisme dans la culture allemande, d'autant plus qu'un des chocs les plus extraordinaires qu'il y a eu très tôt, c'est en 1922, l'assassinat de Walter Rathenau. Rathenau était aussi un grand juif allemand à la Kissinger, qui a terminé ministre, mais qui était le fils déjà, lui, alors un grand fils de famille, en même temps un philosophe, un businessman. Les gens les plus âgés d'entre nous qui se souviennent avoir eu un poste de radio téléphone à la maison, savent que c'est de là que ça vient. Et alors, on sentait déjà une certaine menace. Et encore une fois, on peut retrouver, quand vous lisez les Allemands sur ces questions-là, vous voyez bien qu'ils emploient un terme absolument extraordinaire qui est un symbole de cette intelligence et de cette passion juive allemande. Ça s'appelle un Menetekel. On dit
Oui, mais l'assassinat de Rathenau, ça a été un Menetekel, comme vous le savez, qui vient à cette histoire formidable de Daniel qui parle avec Belshazzar. Et très vite, d'ailleurs, Einstein est sur la liste. Il y avait des tracts qui circulaient en disant il n'est pas encore pendu, noch nicht aufgehängt, puisqu'il était juif, il était un peu gauchiste, il était d'ailleurs sympathisant de certains soviétiques, de certains Russes. Alors, il a toujours refusé d'y aller, mais il recevait, parce que c'est une capitale des Russes à ce moment-là, Berlin, avant que ce soit les princes russes qui arrivent à Paris. Et donc, on le trouve, il est invité, il vient, il bavarde avec tout le monde, et en plus, il a un visage qui est aisément reconnaissable. Alors, vous voyez, on peut avoir toute une série d'entrées dans ce monde, en même temps un monde très, très assimilé, très émancipé, mais aussi un monde extrêmement orthodoxe, mais un monde très, très fier de lui, un monde aussi qui a souffert, parce que souvent ces professeurs ne pourront pas obtenir leur chaire, même quand ils ont été baptisés. Scholem raconte les déboires d'un des plus grands sociologues de l'époque qu'on lit encore aujourd'hui, qui est en livre de poche, qui était Georg Simmel, n'est-ce pas, et qui avait tellement l'air, si je puis dire, entre guillemets, juif, que bien évidemment, il n'a jamais eu les postes de Heidelberg, de Berlin. En plus, c'est des gens qui recevaient chez eux, n'est-ce pas, dans un salon où il y avait des Goya, où il y avait des Rembrandt et où il y avait du Picasso au mur. On était servi à table. Charles Dubos nous a laissé une superbe évocation de cela. Et donc, il a terminé quand même sa carrière à Strasbourg, n'oublions pas, qui était une université de l'Empire. Donc, il a vu cette République de Weimar devant lui, République de Weimar qui avait tellement d'espoir, qui avait tellement d'atouts et qui petit à petit elle était tellement attaquée par les communistes, par les socialistes, par la droite et puis après par les nazis, qu'il a vu se déliter ce moment de Weimar. L'idée de la République de Weimar était d'ailleurs pour faire un contrepoids aussi, un contrepoint à la République, à Berlin, n'est-ce pas? On voulait, le Kaiser était en exil, on avait déjà proclamé la République, etc. Et donc, une anecdote assez étonnante d'ailleurs pour vous montrer comme il a un rôle tout à fait central. Vous savez qu'on avait, il y a eu un début, il n'y a pas eu un début, il y a eu une petite révolution le 9 novembre, bien évidemment, 1918, au moment où on négocie l'armistice. Bien sûr, les étudiants allemands enferment le recteur de l'université de Berlin dans l'université, avec l'université occupée. Et on ne sait pas bien quoi faire. On va chercher Einstein, qui réveille Max Born, et ils vont discuter avec les étudiants pour dire, bon, écoutez, là, on a déjà suffisamment de problèmes avec l'armistice, la défaite, etc. Soyez gentils, laissez sortir le recteur, ce qui a été le cas. Donc, c'est vous dire que vous voyez, toutes les entrées qu'on pourrait avoir permettraient de dire beaucoup de choses sur cette histoire des Juifs à Berlin. Et alors, j'ai eu naturellement encore plus qu'un coup au cœur quand, il y a quelques années, comme vous tous, et je me suis aperçu qu'on avait attribué le prix Nobel de physique en 2017 comme la fin d'une grande histoire, attribué à Rainer Weiss, professeur au MIT, que les Américains appellent naturellement Ray Weiss. C'est la raison pour laquelle je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Ça m'a pris quelques minutes, inutile de vous dire, parce que quand un professeur du MIT est né à Berlin, j'allais dire son compte est bon, et en réalité, c'était bien évidemment un savant juif né à Berlin. Son père était d'ailleurs un neurologue extrêmement connu, lié à la famille des Rathenau, famille donc Weiss, qui, comme vous savez, ont été très, très en pointe en neurologie et puis après dans les ondes gravitationnelles, puisque c'est pour ça qu'on lui a donné son prix Nobel, ondes gravitationnelles qui, bien évidemment, avaient été prévues par Albert Einstein. Et donc, il m'a semblé que nous avions là probablement le dernier signal, comme leurs étoiles qui sont morts depuis très longtemps, mais dont vous voyez encore un éclat, un dernier signal de la passion judéo-berlinoise. Je vous remercie de votre attention. Alors, un instant. Merci Dominique pour cette première partie et vous avez bien mérité ce verre d'eau. Franklin. Oui, et je suis ébloui par la connaissance que Dominique Bourrel a de ce monde berlinois
Il connaît d'ailleurs cette famille Winter, dont le rabbin Fritz Winter, que j'ai bien connu, puisque j'étais durant des années le camarade des chambres de son fils au séminaire de Buenos Aires. Eh bien, il me semble très intéressant de signaler, c'est que mon maître, mon regretté maître Léon Poliakov, signalait, c'est que dans le domaine qui était le propre d'Einstein, dans la physique, l'antisémitisme nazi n'a pas réussi à écarter la contribution d'Einstein. Il était plus facile de se débarrasser des romans de Stefan Zweig ou d'autres auteurs, de la musique de Schoenberg, que de la physique d'Einstein. Et on voit que certains physiciens allemands antisémites, y compris 2 prix Nobel de physique, parlaient de la physique juive de façon péjorative en parlant d'Einstein, mais d'autres, tout en évitant de parler personnellement d'Einstein, continuaient tout de même les théories d'Einstein parce qu'ils considéraient qu'elles étaient incontournables en physique. C'est très intéressant de le signaler. Et, autrement dit, Einstein, en tant que physicien, a continué à agir sur la pensée scientifique allemande entre 1933 et 1945, même si son nom avait disparu des registres officiels. Alors, je reprends simplement la main pour relever quelques-unes de vos remarques et questions avant de redonner la parole à Dominique Bourrel. Damien nous dit quelle présentation et démonstration avec quelques points d'exclamation. Et puis nous avons évidemment quelques questions. Je vais rebondir sur la question de Jean-Luc Ada qui vous demande à partir de quand estimez-vous que l'illusion judéo-allemande était condamnée? Alors, c'est une très bonne question parce que je disais tout à l'heure qu'il y en a qui sont partis, très tard. Ce Peter Gay dont j'ai parlé tout à l'heure, et même le célèbre Mayer aussi que nous connaissons, qui est professeur maintenant à Cincinnati, sont des gens qui sont partis en 1938. Il y en a qui vraiment le signal a été bien évidemment la mal nommée nuit de cristal, c'est-à-dire au moment où il y a eu ces catastrophes. Alors il y en a qui sont partis le lendemain de la venue au pouvoir d'Hitler, et il y en a qui sont restés. Je pense que, comme vous savez, il y a eu les Jeux Olympiques à Berlin en 1936 où on a essayé de calmer tout ça, on a essayé d'enlever même. Les Juifs sont notre malheur, etc. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on a dit il va y avoir un peu de répit? On a là un document absolument extraordinaire qui est le journal de Klemperer. Ce journal de Klemperer, il raconte jour par jour comment, petit à petit, on va commencer à dégrader les conditions de vie des Juifs. Mais je pense, à partir du moment, je pense que c'est 1933, là, Einstein a été très clairvoyant, a dit, moi, je ne reste pas une seconde de plus. Il n'est pas question. Il a d'ailleurs démissionné lui-même avant qu'on le chasse. Ce qui a rendu furieux Hitler. Max Planck a d'ailleurs essayé de rattraper le coup, comme on dit. Max Planck, qui a un gosse tué à Verdun, un gosse qui va être aussi exécuté dans l'attentat contre Hitler, après l'attentat contre Hitler avec Stauffenberg, etc. Et là, Hitler va rentrer dans une rage absolument folle. Et donc, en plus, Einstein s'était permis de démissionner de lui-même avant qu'on le foute à la porte, puisque pendant un moment, ils avaient un espoir que tous ces gens-là allaient quand même arrêter de dire du mal du Reich. Donc je pense que cette illusion, en réalité, très tôt, a été dissipée. Mais comme vous savez, quand on ne veut pas la voir, on avait déjà des rabbins qui se faisaient casser la figure sur le Kurfürstendamm, au Scheunenviertel, au quartier des Granges dont je parlais tout à l'heure en 23. La police arrive une demi-heure après. Donc là, pour les gens qui... Mais
peut-être qu'on peut aussi, c'est tragique, mais se dire que cette longue habitude de vie avec l'antisémitisme et puis ces juifs grands bourgeois de Grunewald et du Tiergarten, en disant de toute façon ces gens-là, ils n'ont rien à faire ici. On avait exactement le même problème en France, comme vous savez, avec les juifs étrangers et les Israélites. Hein. Alors, on reçoit beaucoup de questions et je vous invite vraiment à les poser dès maintenant ou à lever la main, peut-être que l'on vous donnera la parole. Je vais rebondir, Dominique, sur une question de Damien Sora. Comment expliquer cette concentration d'érudits juifs à Berlin et en Allemagne? Y avait-il une émulation dans la communauté juive d'un point de vue sociologique? Oui, bien sûr, parce que d'abord, comme vous savez, l'érudit, le professeur, le savant est de tradition quelque chose d'extrêmement important dans une famille juive et dans le judaïsme. On a toujours privilégié l'accès au savoir. L'un des premiers commandements de la Torah, c'est que le père apprenne à lire à son fils et à lire la Torah. Il y a un niveau d'analphabétisme extrêmement réduit dans toute l'histoire juive. C'est des choses qui sont bien connues. Et en plus, comme je l'ai dit, la force de frappe de l'industrie allemande, la force de frappe des universités allemandes et de celles de Berlin, encore aujourd'hui, quand vous passez devant l'université Humboldt, qui est juste à côté, en plus l'académie à l'époque était Unter den Linden, n'était pas là où elle est maintenant, Jägerstrasse, où il y avait en même temps la banque Mendelssohn et la banque Oppenheim. Donc vous comprenez, on a une symbiose, tous ces gens-là se côtoient et effectivement se font d'une grande émulation. Par exemple, au moment où Einstein arrive à Berlin en 1914, la grande chose, c'est l'archéologie, c'est la découverte de Néfertiti, c'est l'égyptologie. Eh bien, vous avez des grands banquiers juifs qui vont là-bas. Il y en a quelques-uns qu'on soupçonne d'ailleurs d'être aussi des espions, et qui paient toutes les expéditions et qui ramènent l'hôtel de Pergame, la porte de Pergame qu'on connaît dans le musée, et ce qu'ils appellent encore aujourd'hui dans le métro la plus belle femme de Berlin, c'est-à-dire Néfertiti. Et ça, c'est forcément une émulation. Alors les mauvaises langues disaient que c'était aussi pour accrocher quelque chose de la noblesse. Hein, les Mendelssohn, par exemple, sont des von Mendelssohn depuis quelques années, Bleichschröder. Mais Bleichschröder, dont le père était le banquier de Bismarck, s'appelait von Bleichschröder et ne s'était pas converti, alors que les Mendelssohn étaient convertis depuis longtemps. Il faut dire un mot de ces conversions quand même, parce que ces gens-là, ils se convertissent entre eux. Hein, alors, ils sont plus juifs, et je pense toujours à cette lettre merveilleuse de Proust où il dit « Tout le monde a oublié que j'étais juif, sauf moi ». Et donc, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est un peu ça que ces jeunes juifs devaient dire « Mais moi, je suis plus catholique et plus protestant que vous. Mais quand je rentre chez moi à Grunewald et que j'ai un loufia qui vient prendre ma cape et que le thé est déjà servi et qu'on parle 5 langues à table, eh ben, normalement, c'est assez facile à identifier, quoi. » Alors, je vais saluer la présence de Sandrine Schwartz, de Jean-François Gutmann, des amis de la maison, et vous remercier beaucoup de ces questions. Justement, Jean-François Gutmann pose une question. Vous le savez, Einstein a été président d'honneur de l'OSE à Berlin à partir de 1923. Avez-vous trouvé des témoignages de son engagement dans les archives que vous avez consultées? Oui, oui, il est très, très présent avec ça. Même quand vous avez un home d'enfants dans le Lot-et-Garonne, j'ai des mauvais réflexes avant de lire les livres, que je lis quand même, je regarde les index. Et là, tout d'un coup, parce que Einstein donnait son nom à chaque fois. Hein. Et donc, pour l'oser, là, on a un dossier, simplement la grande édition n'est pas arrivée encore aussi loin, mais je pense que dans le livre de M. Weil, qui s'appelle Sionisme, philosophie et quelque chose comme ça, qui est sorti il y a quelques années, il doit y avoir déjà des choses de l'oser. Il est en photo et on a des documents là-dessus. D'accord. Alors, Sandrine, justement, qui est enseignante à l'Institut Wiesel, vous pose une question probablement en rapport avec ses recherches. Concernant le lien entre Einstein et les kabbalistes berlinois, notamment avec Oskar Goldberg. Est-ce que vous auriez trouvé des choses?
Non, il n'y a pas grand-chose que je sache, hein, parce que la grande édition, on est encore aux années 20, et le reste, c'est dans les cartons. Donc, il faut vraiment... et en plus, comme vous savez, moi, j'appartiens à une génération où nous avons plusieurs pressions de l'épouse, de l'éditeur, etc. Donc, il faut finir, soi-disant. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je vais regarder à Goldberg, mais je pense que ça, d'abord, je peux vous signaler à tous que les archives Einstein sont en ligne. N'est-ce pas? Vous avez qu'à taper Einstein, Guy Vatram et Oscar Goldberg, vous trouverez s'il y a quelque chose. Mais Goldberg avait une réputation un peu fumeuse, hein, d'abord à cause de Scholem, bien évidemment, et donc je ne suis pas du tout sûr qu'il soit allé jusque-là. Ce que je sais, c'est qu'il avait beaucoup lu de Kant, bien sûr, beaucoup lu de Spinoza. Il disait souvent, d'ailleurs, je suis très près de Spinoza, et c'est vrai que c'est un des plaisirs, quand vous viendrez me voir à Jérusalem, il suffit de se lever et de se retourner pour prendre un livre de la bibliothèque d'Einstein. Et donc, à ce moment-là, vous voyez ce qu'il a lu, vous voyez ce qu'il a coché, et je vais regarder tout de suite avec Goldberg. Je ne l'ai pas fait parce que, comme on a tous lu beaucoup de Scholem, on a toujours trouvé que Oscar Goldberg était quelque chose d'un peu extraordinaire et extravagant, mais il y en avait d'autres, comme vous le savez, par exemple, le célèbre psychanalyste Erich Fromm, qui est plutôt quelqu'un qui vient de Francfort. Sa femme a été une des premières psychanalystes américaines, et elle avait une institution qu'on appelait le Torah Poeticum. Donc vous imaginez, Torah Poeticum, on mettait un peu de... C'est la pensée sauvage, quoi, si je puis dire. On mettait un peu de Talmud, un peu de Bible, un peu de psychanalyse. Encore une fois, Berlin a été un des grands centres de psychanalyse, avec là aussi Etigon, qu'on va retrouver tout de suite d'ailleurs à Jérusalem en 1933. Et quand vous regardez, c'est un peu tragique bien sûr, mais la prochaine fois que vous êtes à Berlin, regardez aussi où vous mettez les pieds. Il y a cette institution formidable de Stolperstein, de petits carrés dorés qu'on met où les Juifs ont habité, et où vous trouvez de temps en temps, tout d'un coup, la moitié du centre de recherche sur la psychanalyse, avec celui qui était le plus célèbre, qui est mort à Nice d'ailleurs, qui était Magnus Hirschfeld, qui était le centre de recherche de psychologie sexuelle, et où là, donc, vous aviez absolument... Il y a des photos célèbres, vous savez, où on vous montre un café, une boîte de nuit berlinoise, et on vous dit, tous les hommes sont en réalité des femmes, et toutes les femmes sont en réalité des hommes. Donc, il y a des juifs là-dedans, bien évidemment, et j'ai retrouvé, la photo est très connue, au Romanisches Café, il y a un rond de bière avec la signature d'Einstein, bien évidemment. Alors voilà, pour Goldberg, je n'ai pas de réponse précise. Alors, on a peut-être une petite surprise avec une personne qui souhaite, qui a levé la main pour prendre la parole, et on va lui donner la parole. Je vais activer votre micro, Mireille. Alors, est-ce que vous nous entendez? Non, il faudrait effectivement activer votre micro. Mireille, nous entendez-vous? Vous pouvez me dire si c'est Mireille Hadas-Lebel, hein, c'est elle qui attend mon livre. Non, ce n'est pas Mireille Hadas-Lebel, mais vous parliez de la pression de l'éditeur et de l'épouse. Oui. Je crois bien qu'il s'agit de l'épouse cette fois. Ah bon? Elle est confinée à Jérusalem. Et Mireille qui a levé la main pour prendre la parole, peut-être pouvez-vous activer votre micro, Mireille? Et sinon, tentez, et puis on reviendra dans quelques instants. Je vais poser une question de Nathan Elkin, qui vous interroge sur son périple en Amérique latine en 1925 et vous demande à quel courant du sionisme aurait-il appartenu? Socialiste, libéral, religieux? Non, alors il était plutôt Brit Shalom, donc du côté Buber et sionisme culturel. Il n'avait pas tellement d'atouts. Il était bien évidemment effrayé. C'était un rêveur et un utopiste. Donc à partir de 29, tous ces gens-là vont vivre des drames en voyant bien que avec tout ce qui se passe en Palestine déjà avant la Shoah. Alors il croyait, comme il avait étudié en Suisse, lui aussi il faisait partie des gens qui disaient on va la jouer à la Suisse, quoi. Comme d'autres pensaient le jouer comme l'Empire des Habsbourg. C'est-à-dire qu'il y aura 10 religions, 20 langues, et tout ça va très bien se passer. Et il avait quand même une forte inclinaison du côté du socialisme, ça c'est vrai. Il doit y avoir, on a tellement de livres sur lui, probablement sur ses idées politiques, mais c'est quand même quelqu'un qui est plutôt à gauche, mais qui est quand même pas marxiste, quoi. Hein, il faut être clair là-dessus.
Alors, une question de Sandrine sur les intentions d'Einstein de s'installer en Palestine. A-t-il eu un projet d'installation en Palestine? Alors écoutez, ça c'est très embêtant, c'est toujours une des questions bien sûr qu'on pose, parce que d'abord il y a un problème de langue, vous comprenez? Alors il a parlé donc en français, je vous l'ai dit, et puis après il a fait une deuxième conférence à Jérusalem en allemand. Le problème, c'est que y allait avoir très vite un problème de langue, parce que parmi les grands mathématiciens dont je parlais tout à l'heure, par prédérition, il y en avait aussi qui savaient très bien l'hébreu, ce qui fait que le jour de l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem, il y a eu un texte, bien sûr, d'Einstein pour se féliciter de ce moment-là, mais quelqu'un qui a fait un exposé en hébreu sur l'histoire sur la relativité. Ce qui est vrai, c'est que quand Weizmann est mort en 52, Ben Gurion a dit, quand Weizmann, c'est ça, Ben Gurion a dit on va demander à Einstein. Mais Ben Gurion a dit à son secrétaire qui était Yitzhak Navon, j'espère qu'il ne va pas dire oui, parce que sinon ça va être quand même un peu embêtant. Et c'est Abba Eban qui a fait le go-between, qui était le jeune ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Et très vite, il y a quelques lettres délicieuses et un ou deux textes absolument délicieux d'Einstein en disant qu'il a peut-être certaines compétences en sciences naturelles, mais pas du tout avec les hommes, et que donc il décline. Alors, une question de Suzy cette fois, vous l'avez abordée tout à l'heure, mais elle est simple, hein. Était-il croyant? Oh, certainement, parce que, alors après, on rentre dans des abîmes, certainement parce que, vous savez, il y a toujours des phrases célèbres, comme il avait une très bonne plume, il disait Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé, et il disait, il est peut-être malin, mais il n'est pas vicieux. Et quand on lui a dit, il est peut-être rusé, mais il ne fait pas de coups en douce. Et quand on lui a dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si vos théories étaient fausses à partir de 1900, à partir de 19, comme vous savez, on a commencé à avoir les premières confirmations empiriques avec les éclipses, etc. Et alors il s'est retourné, et c'est une des étudiantes qui nous raconte ça. Et il a regardé en haut, il a dit, j'aurais été un peu embêté pour là-haut. Alors je pense qu'il était croyant, ça ne fait aucun doute, mais bon, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose. Hein. Alors, ça va être une des dernières questions, à moins que nos amis participants, qui sont encore très nombreux avec nous, nous les posent. Il s'agit encore d'une question de Jean-Luc qui rebondit sur votre réponse de tout à l'heure par rapport à la culture allemande, par rapport à cette symbiose à cette époque, et qui pose une question qui n'est pas forcément votre champ de recherche, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu l'équivalent en France? C'est très intéressant, justement. Effectivement, c'est une très bonne question. Peut-être d'ailleurs pour des raisons incroyables, c'est parce qu'en France, ça marchait sans aucun problème. En France, je veux dire, à partir on suit les gens, ils deviennent préfets, ils sont normaliens, ils sont polytechniciens. Quand c'est des grands intellos comme ça, ils sont profs de grec, vous les trouvez à Normal Sup, vous les trouvez profs de physique. Regardez une fois, pour vous détendre, le curriculum du Collège de France, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, la science juive comme telle, on a tout de suite dit ça c'est un truc d'allemand, hein, et on les a laissés faire. Et puis dans le reste, je pense que là, alors il faudrait effectivement interroger des gens comme Pierre Birnbaum qui ont beaucoup écrit là-dessus, hein, sur la manière dont la République a peut-être été là aussi quelque chose de positif qui fait que ces Allemands étaient toujours en train. Et puis ces Juifs allemands, ils étaient aussi allemands. Il ne faut pas jamais oublier. L'Allemand, il est toujours en train de se demander qui il est encore aujourd'hui. Vous avez vu, l'Allemand, géographiquement, est quelqu'un qui est entre la Russie, les Slaves, etc., et entre la France et l'Angleterre. Et alors que la France, pas du tout. En France, les gens, ils ont eu l'émancipation au moment de la Révolution française. Il y a eu quelques problèmes avec Napoléon, comme chacun sait. Et puis après, et souvenez-vous de ce que disait le père d'Emmanuel Lévinas, qui disait, mais même l'affaire Dreyfus, vous vous rendez compte, ce pays-là, un petit juif, là, officier, qui est réhabilité contre l'armée, c'est quand même un pays tout à fait extraordinaire. Alors, je vais laisser Franklin vous remercier. Et nous allons terminer ce rendez-vous passionnant avec vous, Dominique. Franklin. Oui, et il me semble que
le travail de Dominique ouvre les portes. Je ne peux que l'encourager à publier aussi le grand travail définitif sur l'itinéraire biographique d'Albert Einstein. Tu rajoutes de la pression à l'éditeur et à l'épouse. Oui, tout à fait, mais tout à fait clairement. Et signalons aussi donc que quand Einstein dit « Je crois en Dieu », au Dieu de Spinoza, un Dieu qui n'intervient pas dans la vie des hommes. Et on voit bien que cette phrase prête à des discussions interminables parce qu'on a vu le grand rabbin de France, Jacob Kaplan, dire voilà, Einstein fait partie évidemment des croyants, alors qu'on va voir d'autres historiens qui disent au fond, c'est une proclamation d'athéisme déguisée. Il est intéressant qu'un jour, on s'épanche sur ce qu'on peut appeler la théologie et la philosophie du monde d'Albert Einstein, au-delà des sciences physiques et mathématiques. Et merci beaucoup à Dominique Bourrel. Grâce à lui, nous avons repris contact avec ce monde aujourd'hui disparu, pratiquement, celui du judaïsme germanique dans ses heures les plus célèbres et les plus glorieuses. Merci Dominique. Merci à vous tous. Merci Dominique. Au revoir à tous. On vous donne rendez-vous pour les enseignements de l'Institut Wiesel très prochainement, dès demain avec Liliane Vanna, mardi, avec Georges Elias Sarfati pour une introduction à la Bible hébraïque, et la semaine prochaine avec Jérôme Segal pour parler d'antispécisme et de tradition de la protection de la cause animale dans le judaïsme. À très bientôt à tous.